Arnaud Jacquemet, merci beaucoup à toi de participer à ce premier podcast autour du GSHC. Première question, comment il va le retraité ? Il va bien. Du coup, il va bien. Il va très bien. Voilà. Prochaine question. Ouais, non. Écoute, la fin a été difficile d'un point de vue sportif. Pour moi, ça a été. J'ai reçu quand même beaucoup de retours, beaucoup d'amour. Tout ce qui a été fait autour de moi pour ma retraite, ça m'a touché. Ça m'a donné beaucoup de belles choses à vivre aussi. Et puis maintenant là, ça fait 3 ou 4 semaines bientôt que c'est terminé, donc il y a un peu de, je commence un peu à assimiler le fait que c'est terminé, mais je pense que le moment où ça m'impactera vraiment sera le début de saison prochaine, où les gars commenceront la préparation sur la glace, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on en parlé à Elliot Berton, c'est à ce moment-là que ça pique un peu. Mais en vrai, ça va, t'as pas trop pris de poids encore, je trouve. Écoute, j'ai mis une chemise un peu large, pour ça on voit pas. Il y a quand même un petit bidon derrière. Non, c'est un objectif. Oui, c'est un objectif. J'ai reçu. Il y a Noah qui m'a dit qu'il me laisserait pas passer, qu'il laisserait rien passer. Il y a Elliot et toi qui m'ont dit de prendre mes affaires de sport pour le futur, pour pouvoir m'entraîner avec vous aussi maintenant que je suis retraité comme Elliot. Et du coup, je vais quand même essayer de faire attention, et c'est pas facile parce que tu passes quand même de plusieurs heures d'entraînement par jour à rien du tout, quoi. Tu sais, je vais dire quelques chiffres. Tu sais, c'est Arnaud Jacquemet, 905 matchs en tout entre la LNA. 905 ou 911 ? 905, mais ça, parce que c'est une question. 6 ou pas ? Oui, mais justement, ça va être une question pour après, ça. Pourquoi ? Mais non, nous, on a dit 905. Okay. Toi et moi, on a dit. Non, on compte pas les 6. Moi, je comptais les 6. Ah, tu comptes les 6. Bon, 911 matchs. Ah ouais, mais du coup, j'ai pas les stats des buts et des passes que t'as sur ces 6 matchs-là. Je me rappelle pas. Ok, 905 matchs en LNA, National League, pour un total 76 buts, 139 passes. Ça fait quand même 215 points. C'est pas mal quand même. Ça t'évoque quoi, ces chiffres, quand tu y repenses, tu vois ? C'est quand même des gros chiffres, 905, 911. Surtout ça, ouais. Ça fait quand même beaucoup. Les goals et les assists, c'est un peu moins avec des gros chiffres. Ouais, mais t'en as plus que beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai que le nombre de matchs, c'est cool de l'avoir. Après, pour jouer des matchs, juste pour jouer des matchs, c'est pas le but non plus. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit va chercher les 1000 ou enfin. Le but, c'était pas d'atteindre les 1000, c'est un chiffre qui vient si après tu as une longévité, si ça se passe bien, si tu arrives à réaliser certaines choses. Pour moi, plus que les chiffres, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites, mais aussi les émotions que j'ai vécues pendant cette carrière, les bonnes et les mauvaises, et tout ce que j'ai pu vivre en fait grâce à ce sport, quoi. Mais du coup, tu parlais des 905 ou 911, il y a ces 6 matchs. On y reviendra après, où tu avais joué justement cette série de promotion en relégation avec Langnau. Du coup, c'est des matchs qu'on compte ou on les compte pas ? Au niveau, en tout cas, je peux te dire quand tu les joues, tu les comptes, parce que niveau émotionnel, négativement, c'est tellement dur que je pense qu'il faut compter 60 matchs en fait, je pense. Oh. Parce que vraiment l'impact que tu as, je sais plus, j'ai vu une interview d'un joueur de Lugano qui disait que ces matchs-là, c'est tellement dur à jouer en fait par rapport à quand tu joues des playoffs. Oui, tu as une certaine pression, tu as de la tension, quand tu arrives en finale encore plus, mais c'est complètement autre chose. Là tu joues entre guillemets ta vie, le job de plusieurs personnes au sein du club, pas seulement celle des joueurs. Tu as toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Tu joues à Langnau, peut être relégué depuis je sais pas combien d'années, donc tu joues aussi. Pour les fans, c'est quand même une fierté aussi, pour toi aussi, mais je dis d'avoir un club qui reste au top niveau. Donc voilà, c'est des matchs qui sont vraiment compliqués à gérer mentalement. En tout cas, pour moi personnellement, d'avoir joué, j'ai fait qu'une fois les playoffs de ma carrière, et j'ai été jusqu'au bout, et je suis content de pas en avoir vécu d'autres. Du coup, on va rester sur 911 matchs. Quand tu vois le parcours que tu as fait depuis tes premiers coups de patin, tu réalises quand même un petit peu l'ampleur de... Ça a commencé dans ton Valais natal. Tu as passé par plusieurs clubs en Suisse, tu es allé en Amérique du Nord, on va y revenir un tout petit peu après, avant de revenir en Suisse, de faire la carrière que tu as connue. Genre, quand tu étais gamin, tu réalises un peu tout ce que tu as fait. Est-ce que tu imaginais, quand tu as fait tes premiers coups de patin, de dire que je vais faire tout ça dans ma carrière de hockeyeur ? Non, du tout. Là, je vois, j'ai mon plus âgé qui a commencé le hockey cette année. Et
tu le joues en fait pour le plaisir, quoi. Juste être avec tes potes, prendre du plaisir, te défouler. Et tu penses, voilà, tu regardes les joueurs de la première équipe avec des gros yeux. C'est tes idoles, entre guillemets. Mais moi, si elle était en première ligue quand j'étais dans mes catégories juniors, quand j'étais petit, après ils sont montés en Ligue B. Mais pour moi, c'était mes idoles. Puis c'est des mecs qui jouaient, entre guillemets, en première ligue seulement, parce que c'est quand même un bon niveau. Mais pour moi, c'est des gars, c'était la NHL, quoi, ces gars-là. Puis en fait, maintenant que j'ai joué tous ces matchs-là en Liga, en fait, ils étaient 2 ligues en dessous. Mais pour moi, peu importe la ligue, en fait, pour les jeunes, tu regardes l'équipe première, ton équipe fanion, et puis tu regardes ce qu'ils font, tu regardes ça qu'on va être encore. Pour moi, c'est encore plus important d'être des exemples pour ces jeunes-là, parce qu'ils te regardent tout est fait et gestes, ils viennent au match, et quand tu les croises dans la rue, ils te regardent avec des... Puis moi, j'étais ce gamin-là, en regardant ces joueurs-là qui étaient à ce niveau et qui bossaient en fait la journée, quoi. Parce qu'en première ligue, tu dois bosser, t'as pas le salaire que nous on peut avoir, donc oui, le chemin parcouru, il est énorme, mais tu vas, je pense, jusqu'à 13, 14, 15 ans, tu vas prendre du plaisir, faire ça avec tes potes, et puis là, tes potes avec tous ceux qui ont fait du sport d'équipe, les potes que tu as eu quand tu étais jeune, tu les as encore maintenant, en fait. C'est des souvenirs qui restent pour toute ta vie après, et des potes avec qui tu les recroises, puis c'est comme quand tu étais sous la glace à 10 ans en train de faire les cons le matin à 7h à la patinoire de Graven, quoi. Tu te rappelles comment tu es arrivé dans le hockey? Qu'est-ce qui t'a fait justement chausser les patins pour la première fois? C'est mon grand frère qui a les cours parascolaires, ils appellent ça, ou je sais pas comment on appelle, pendant les pauses, pendant les vacances scolaires, il y a toujours tu peux aller faire essayer différentes choses. Puis il avait essayé le hockey, enfin le patin, c'était du patinage seulement, pas encore du hockey. Puis j'avais été le chercher avec ma maman, et je l'avais vu sur la glace, puis je dis moi je veux aussi faire ça. Puis du coup il m'avait inscrit, je crois peut-être l'année suivante, peut-être ou l'année là, je sais plus, à l'école de hockey, et j'ai commencé comme ça en fait. Tu parlais de ton fils qui fait du hockey. On sait un peu le joueur que tu es, calme, tranquille. On m'a raconté apparemment que ton fils, dès qu'ils ont lui récupéré le puck, il aimait bien mettre des gros coups de canne. Il a pris ça de qui, du coup? Je sais pas, je pense de ma femme. Il est un peu à côté. Non, oui, là, il s'est calmé. Là. On avait 2 petites discussions. Maintenant, il va correctement, il se bat bien. Il est toujours un peu, comment on dit, sur un edge, toujours un peu à la limite. Mais au moins, ça lui arrivait de 3 entraînements là où dès qu'on lui prenait le puck, on le poussait un peu, c'était l'agression. Il arrivait, il mettait des gros coups de canne dans les patins. Et je devais lui dire, ça, tu peux pas. Enfin, t'as pas le droit, quoi. Et du coup, maintenant, il va lever la canne, mais il fait ça correctement, ouais. D'ailleurs, Marc Gauchi, si tu nous regardes, parce que je sais que tu nous regardes, si tu veux un petit ténu dans l'équipe, je pense pour la saison prochaine, il faut peut-être regarder avec Jackie. Ouais, mais en quelques saisons, on va dire ça comme ça. À 15 ans, tu décides de partir du Valais pour rejoindre Cloton. C'est à ce moment-là où tu t'es dit, genre, peut-être que je pourrais devenir professionnel, ou ça a été suite à ces réflexions que du coup tu t'es dit, je pars à Cloton. Explique-nous un peu ce move. Écoute, en fait, l'histoire là derrière, c'est que je suis parti à Cloton avec un gars qui s'appelle Jérémy Gaillan, qui a joué aussi un peu à Genève, qui a pas eu la carrière qu'il aurait mérité parce qu'il a eu des blessures, et puis voilà, il faut aussi un peu de chance. C'était un très bon joueur, puis lui c'était le centre, moi j'étais son ailier, puis on jouait tout le temps ensemble, toutes les catégories, on était ensemble, les équipes valaisannes, l'équipe suisse, etc. Et lui c'était un vrai mordu de hockey, mais vraiment un vrai mordu de hockey. Des fois il se réveillait tôt le matin pour faire des pompes, faire des trucs. Il y a plein de petites histoires comme ça. Je me souviens une fois aux toilettes à l'école où on était pour études agro, il est dans les toilettes faire des pompes. Il était vraiment à fond là-dedans, il voulait réussir, quoi. Et du coup, lui un jour il me dit, je sais exactement où j'étais, on se changeait à la patinoire à Sierre. D'ailleurs, on avait notre local pour les mini ou les novices, je pense que c'était, et puis on devait mettre nos affaires là, on avait besoin de les prendre à la maison, on pouvait les laisser là-dedans. Puis il me dit, ouais, je vais partir à Berne. On avait 14 ans, je pense, puis quoi, partir à Berne, tu vas faire quoi à Berne? Il dit, ouais, pour le hockey, je pense que voilà, en Valais, il n'y a pas de catégorie élite, du coup, pour la progression, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Puis moi, jusqu'à ce point-là, en fait, dans ma tête, c'était je vais jouer à Sierre, je vais faire mes catégories ici, je vais peut-être jouer en première équipe à un moment. Si tout se passe bien, ce serait cool. Et puis après, voir plus loin, pourquoi pas. Mais jamais vraiment. Et t'envisageais pas encore une carrière professionnelle? Pas plus que ça. Après, voilà, on était toujours dans toutes les catégories, on nous mettait au-dessus, on était déjà en équipe palaisane. Voilà, on voyait, en tout cas, nous deux, surtout qu'on avait peut-être la chance de faire carrière à ce stade-là, tu commences à avoir plus ou moins, même si c'est encore tôt. Puis il me dit ça, puis après, c'est là que la réflexion a commencé, en fait, ouais, si je
réussir et me donner les meilleures chances, en fait, il faut que je parte aussi. Et puis je pense sans Jérémy, je serais pas parti à Cloton à ce moment-là. Du coup, tu fais Cloton. Tu te fais bien remarquer, tu fais des bonnes saisons, tu joues à 17 ans avec 17-18 ans avec Bienne en LNB. Après tu pars en Amérique du Nord. D'ailleurs, comment on prononce cette équipe en Amérique? Kootenay Ice. Kootenay Ice. Ouais. Tu pars là-bas en WHL pendant 2 saisons. Ces expériences en Amérique du Nord et puis déjà jeune en LNB avec des adultes, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense que ça m'a permis de grand. Après, je disais toujours que j'étais plus mature que mon âge quand j'étais plus jeune. Donc, ça a changé ça s'est inversé maintenant. Du coup, ouais, déjà à ce moment-là, donc j'étais plus avancé par rapport peut-être à d'autres aussi, pour aller jouer avec des adultes déjà à cet âge-là. Mais c'est clair que ça m'a apporté le fait de jouer avec des adultes. En fait, tu te prouves que tu peux le faire déjà parce que tu sais jamais, voilà, dans la catégorie jeune, oui, t'es très bon, oui, voilà, tu fais tes points, etc. Mais est-ce que au niveau supérieur, est-ce que t'arriveras à le faire ou pas? Parce que c'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est complètement différent. Et après, ça t'ouvre aussi les yeux sur le monde professionnel, ce que c'est le hockey professionnel, c'est plus le hockey, comme je disais avant, avec tes potes, etc. Même si dans les catégories juniors, t'as toujours aussi de la concurrence et ça, mais après, dans le niveau professionnel, c'est quand même différent. Tu joues avec des adultes, tu joues avec des pères de famille, il y a des choses qui sont, ouais, qui en fait, c'est ton job, quoi. Et ça m'avait marqué. Je me rappelle ma première année à Bienne de vraiment, voilà, t'es vraiment chez les adultes maintenant. Et ce que c'était après où je suis retourné au Canada, en junior de nouveau, entre guillemets junior, parce que le niveau, je pense qu'il est quand même bien élevé, et puis c'est nouveau aussi très professionnel, donc c'est pas les juniors comme on les connaît ici en Suisse. Et non, ça m'a permis de grandir, je pense aussi en tant que joueur, mais en tant que personne, le fait tout ça, le fait de partir tôt de la maison, le fait de partir dans un coin où je parlais pas la langue, l'allemand à Cloton, après l'anglais, je parlais pas, par exemple l'allemand je l'avais appris à l'école, mais l'anglais je parlais pas un mot. Donc je suis arrivé le premier jour à Cranbrook, c'est la ville où Kootenay jouait. Et je me rappelle, mon papa me rappelle souvent, j'ai envoyé un message, comment ça allait, puis je lui ai dit ça va être dur. Et lui, il me disait, enfin, imagine-toi en tant que père, t'as ton gamin de 18 ans, 19 ans qui dit ça. Quand t'étais à Cloton, ça va, je prends la voiture, en 4 heures je suis là-bas. Là, t'es à l'autre bout du monde presque. Du coup, tu poses des questions en tant que parent, est-ce qu'on a bien fait de le laisser partir, etc. Non, que je suis père, moi je me rends bien compte que c'est pas simple, quoi. Mes parents m'ont laissé partir à 15 ans de la maison. Moi, je pense avec ma femme, on aurait de la peine à s'imaginer ça pour nos enfants. Puis ils m'ont donné cette opportunité, ils m'ont permis de faire cette carrière aussi. C'est grâce à mes parents qui m'ont donné cette chance-là, qui m'ont dit, écoute, voilà, tu vas à Cloton, tu pars 2 ou 3 ans, et puis si ça se passe bien ou si ça se passe mal, au pire, tu auras appris une nouvelle langue, c'est un atout pour toi plus tard. Et ils m'ont donné cette opportunité, mais il n'y a pas tous les parents qui laisseraient faire ça à leurs enfants. Du coup, tu fais 2 saisons là-bas. Une deuxième saison, t'es quasiment pas loin d'1 point par match. Tu fais les championnats du monde avec la Suisse. Ça se passe plutôt bien. De tête comme ça. C'est même pas écrit sur mes feuilles. 2 buts, 6 passes, 8 points en 6 matchs. Waouh. C'est vraiment pas écrit. C'est vraiment pas écrit. Non, je te jure. C'est vraiment les vrais stats ou pas? C'est vraiment les vrais stats. Ah ouais, ok. Non, parce que je viens de m'en souvenir. Ok. Tiens, on travaille un petit peu ici quand même. Donc tout ça te fait remarquer, surtout qu'à l'époque il y avait quand même peu de jeunes qui partaient en Amérique du Nord, ouais. Et quand après ils revenaient en Suisse, je veux dire, on sait comment c'est dans notre championnat, les joueurs suisses, c'est très important, il y a un quota d'étrangers, donc quand t'as un jeune comme ça qui a performé en Amérique du Nord, qui est pas resté là-bas et qui revient en Suisse, t'as eu beaucoup d'offres parce que t'es revenu en Suisse, t'es revenu avec Cloton, mais je pense est-ce que t'as eu beaucoup d'offres un peu partout de la Suisse? Tu t'es senti un petit peu désiré à droite à gauche? Moi, clairement. Déjà, quand je suis parti avec Jérémy à Cloton depuis Sierre, on avait fait pratiquement le tour de la Suisse des équipes qui étaient en Liga, qui avaient des équipes élites, parce que tout le monde nous voulait. Comme je disais, quand on était à cet âge-là, on était très bons, on était dans les meilleurs Suisses de notre catégorie d'âge. Et du coup, toutes les équipes avaient essayé de nous recruter. On avait fini à Cloton parce que c'était la meilleure équipe pour les jeunes à l'époque, qui formait qui donnait la chance aux jeunes aussi chez l'équipe première, etc. Mais ouais, c'était pareil. Quand je suis rentré d'Amérique du Nord, j'avais beaucoup de demandes. Après, comme j'avais fait mes catégories jeunes à Cloton, et c'était toujours pour moi, c'était clair, j'allais retourner là-bas. Je crois qu'à la fin, il restait peut-être même Genève dans la discussion. Je crois que c'est possible qu'il y ait Genève déjà à l'époque. Je sais qu'ils me voulaient, mais dans les 2-3 derniers, je crois qu'il y avait Genève qui était aussi très intéressé à me recruter. Et ça s'était pas fait pour des raisons, parce que je pense que je me sentais pas prêt à affronter Chris et sa personnalité. J'étais quelqu'un de très timide, j'avais peut-être pas assez confiance en moi en fait pour me dire que je pourrais réussir à Genève à ce moment-là. Et puis
c'est pour ça que j'ai choisi Cloten, parce que voilà, je connaissais la maison et je savais que j'allais avoir ma chance. Ouais, Cloten, sauf erreur, tu as été rookie de l'année. Ouais. Pardon, excusez-moi, monsieur. C'est pas sur les feuilles non plus? Non, c'est pas sur les feuilles, c'est vraiment dans la tête, tu sais. On bosse fort. Hein. Mais non, mais ouais, rookie de l'année, t'as fait quand même 4 saisons là-bas, t'as commencé, c'était ton vrai début de carrière professionnelle. Ça a été dur le passage de justement à junior plein d'espoir à tout d'un coup, tu fais une saison, rookie de l'année, 2e, 3e, 4e saison. Comment t'as géré un petit peu tout ça, où les attentes étaient de plus en plus grandes? C'était pas dur à gérer, je dirais au début en tout cas pas, parce que t'arrives nouveau, pas de pression. T'as aucune pression, ils te donnent ta chance, s'ils t'ont recruté c'est qu'ils veulent ils comptent sur toi, donc voilà, c'était aucune pression. Ça, après je dirais ta 3e ou 4e saison, quand tu commences à peut-être plus faire les points que tu souhaites, t'as pas peut-être la progression que tu pensais avoir, qui est aussi imaginée que t'es, c'est là que tu commences un peu à avoir cette pression. De nouveau, il y avait, c'est toujours la même chose. Si tu te sens pas voulu par tes coachs, par les personnes qui prennent les décisions, tu sens ces choses-là en tant que joueur. Peut-être des fois, tu t'imagines des choses, mais tu les sens, ces choses-là. Et moi, j'avais plus l'impression que les coachs de l'époque à Cloten vraiment me souhaitaient, avec le joueur que j'étais, avec le hockey que je jouais, passer peut-être moins dans le cadre que les autres joueurs qu'ils avaient en fait. Et du coup ça sent ces choses-là, donc tu perds confiance, t'as pas la confiance des coachs, ça se passe moins bien sur la glace, et c'est un cercle vicieux et ça s'arrête jamais. Et du coup voilà, j'avais plein de changements, j'avais encore un contrat à Cloten, et j'ai décidé d'un commun accord avec eux à la base de trouver une autre équipe. Puis après ça se trouve que c'est l'année où Cloten a failli faire faillite. Donc voilà, c'était déjà avant qu'il y ait toute cette histoire de faillite, c'était clair que j'allais partir à Langnau. On a déjà accepté, les deux parties avaient accepté les 3 parties avaient accepté le deal. Mais il y a cette histoire qui sort qu'on est en faillite, et du coup je voulais pas faire genre le gars qui fout le camp, qui part de la faillite, parce qu'ils nous ont demandé de baisser nos salaires, etc. Je voulais pas passer pour ce gars-là, donc j'ai dit je reste jusqu'à la fin, on avait fait des trucs pour récolter de l'argent, on avait essayé de se battre pour sauver le club, et j'étais resté jusqu'à la fin avant de partir. Et souvent on me dit ouais mais t'es parti, et les autres ils ont baissé leur salaire de 20%, je crois que c'était, et moi en partant à Langnau en fait j'ai baissé de bien plus que ça, parce que j'avais un bon salaire à Cloten, puis pour aller à Langnau j'ai quand même je crois que j'ai baissé de 30-35% mon salaire, parce que je voulais jouer. Pour moi c'était important de jouer, et pour ma progression, voilà, je dis toujours aux jeunes, et même un peu moins jeunes qui jouent plus chez nous, qui me posent la question ouais mais toi j'ai un bon salaire, etc. Pour moi le plus important c'est que tu joues pour ta progression, mais pour toi, pour que tu sois heureux dans ta vie, il faut que tu joues. L'argent, pour moi, d'autres ça différemment, c'est secondaire. Oui, il en faut, oui, c'est important, mais jusqu'à un certain point. Je trouve que si tu es heureux dans ce que tu fais, tu as maintenant les joueurs d'une équipe qui te donnera du temps de jeu et qui te permettra d'être heureux sur la glace, tu le seras aussi en dehors. Et pour le futur, si tu penses aussi au long terme, tu joues plus, tu joues mieux, tu te sens mieux, tu auras des opportunités plus tard. Si ça se passe pas bien dans un club, puis t'es un peu mis au placard, c'est compliqué. Après, peu importe le salaire que tu as eu pendant ces 2 ou 3 ans où tu jouais plus. Donc c'était important pour moi de jouer, puis je suis parti à Langnau après à cause de ça. On a dit à Langnau, du coup, tu as vécu une saison difficile avec une relégation. Du coup, comme dans la plupart des cas, dès qu'il y a une relégation, en général, ça met un terme au contrat des joueurs et ainsi de suite. Et du coup, l'année d'après, tu arrives au Genève Servette. 1 mois de test, hein. Tu es arrivé vraiment, entre guillemets, par la petite porte. Tu te rappelles d'ailleurs qui est-ce que tu devais remplacer à cette époque-là? Je me rappelle. Remplacer. Ouais, non, mais je me rappelle très bien, je vois de qui tu veux parler, de Sven Andrighetto. Mais il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Ouais, en fait, j'arrive à Genève. En fait, il y avait Rapperswil qui m'avait proposé aussi quelque chose, mais un contrat fixe. Mais eux, ils jouaient le bas de classement de Liga. J'avais dit à mon agent de l'époque, je veux plus. En tout cas, je suis pas prêt à ça. Traumatisé. Vraiment traumatisé. Et du coup, je lui avais dit, écoute, si on trouve rien en Liga, je préfère aller en Ligue B, jouer l'autre classement, parce que Langnau voulait construire une équipe pour monter directement. Et aller avec Langnau en Ligue B pour remonter après, mais non. Et du coup, j'avais des touches aussi avec Cloten. Il y avait Lausanne qui m'avait parlé aussi, parce qu'il y avait John Fuss qui avait été mon coach à Langnau avant de se faire virer, qui m'avait dit qu'ils aimeraient bien m'avoir. Et pour finir, il y avait Zou qui m'avait proposé un contrat à l'essai, et Genève. C'était les deux. Puis Lausanne, voilà, je sais que
Genève et Lausanne, ils étaient un peu ensemble à l'époque. Du coup, je sais pas si quelqu'un a dit à Lausanne, non, je vais le prendre moi, t'inquiète. Enfin, bref. On saura jamais. On saura jamais. On saura jamais. Et du coup, voilà, j'ai dit, Genève, ça fait longtemps qu'il me veut. Chris, quand on a été à 15 ans avec Jérémy, on était venu faire l'entraînement ici avec t'en parlais déjà avant. Ouais, mais on avait fait un entraînement ici avec l'équipe première. Il y avait Pavoni, pour nous, on avait 15 ans. Il y avait les exercices qui étaient sous le tableau quand tu rentres. Il fallait connaître les exercices par cœur. Et ils ne montraient pas les exercices qui sont sur la glace. Tu devais les connaître. Du coup, ils nous avaient dit, allez regarder des exercices pour savoir ce que vous allez faire. On n'avait jamais vécu ça avec Jérémy. Le coach, il expliquait toujours les exercices sous la glace. Du coup, c'était très impressionnant. Et je savais qui me voulait quand je suis revenu d'Amérique du Nord. Nouveau, il me voulait Chris, il avait poussé. Puis là, je dis, je vais maintenant, je vais sortir de ma zone de confort. Puis je vais y aller. Puis oui, je vais remplacer Sandri Ghetto qui a signé à Montréal, qui avait été drafté, je crois, l'année-là. Ouais. Je sais plus. Mais surtout ce que Chris a fait, ça c'est jamais dit comme ça, mais c'était il y avait Julian Walker qui était à Genève à cette époque-là, qui venait faire les championnats du monde, qui a fait des très bons championnats du monde. La première saison à Genève, c'était pas très très bien passé. Et Chris, on sait comme il est, quand il voit que ça matche pas en fait un joueur, il dirait en plus il gagnait bien à Walker comparé à moi ce que j'avais signé. Et du coup dans sa tête c'était oui, André Ghetto, mais c'est pas le même joueur, mais par rapport à Walker c'était un peu plus le même type de joueur. Il dit je peux avoir un Arnaud Jacquemet à 2 ou 3 fois moins cher qu'un Walker qui vient faire un bon championnat du monde. Je peux peut-être le vendre à quelqu'un, me faire un peu d'argent. Enfin, je sais pas si c'était fait comme ça, s'il l'avait vendu ou s'il avait juste donné le contrat à Lugano, mais dans les deux cas en tout cas il gagnait quelque chose. Et du coup pour moi j'ai remplacé quand même, je pense, plus Julian Walker que Sandri Ghetto. Du coup tu arrives pour un mois d'essai, ça se passe bien, tu signes un contrat. Raconte-nous comment ça s'est passé, comment tu t'as été intégré dans l'équipe. Alors toi qui arrivais, t'es valaisan, tu arrives de Cloton, tu viens de vivre une relégation, t'as signé pour un mois, t'intègres l'équipe et t'arrives dans ce vestiaire avec des forts caractères et ainsi de suite. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé ces premiers moments. Très très bien en fait. Déjà je connaissais quelques joueurs. Après il faut savoir que Chris n'avait pas communiqué que c'était à l'essai. Okay. Du coup j'ai signé en fait un contrat d'1 an, mais après un mois ou je crois que c'était peut-être 2 mois, je sais plus. Lui il pouvait me dire non, écoute, que je te garde pas. Et ça il n'avait jamais communiqué, donc ça aide aussi quand tu pour l'intégration. Enfin, les autres ils ne traitent pas de la même manière en fait quand c'est comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que ils savent pas que t'es sur. Toi tu le sais, mais les autres ils savent pas, donc ils font comme si t'étais là toute l'année. Et pas que c'est différent, je pense, pour un joueur. Cette année on a eu Milo à l'essai, donc ça a pas changé comment on s'est comporté avec lui, mais je trouve pour le joueur c'est différent. Et du coup en fait lui je suis arrivé une fois un matin, il me dit Jackie vient dans mon bureau, puis il me dit écoute voilà, on va te garder ton contrat, il est validé, il n'y a rien besoin de signer, rien, c'était comme j'ai déjà signé le contrat de ce que ça allait être, une année, c'était je crois après 9 mois qui restaient dans la saison. Et puis dans le vestiaire j'étais très bien accueilli parce que Genève c'est un vestiaire qui a toujours été reconnu comme étant un très bon vestiaire, une très bonne ambiance, les gars sont intégrés directement, et puis il y avait les leaders de l'époque, Goran Bezina en premier, mais les autres aussi, Chris Rivera, Vukovic, tous ces gars-là un peu, Joe Mercier, qui sont super cool. Il y avait Elliot Antonietti aussi, qui était déjà depuis quelques années là, mais pas longtemps, mais quand même c'est des gars qui étaient quand même déjà dans l'équipe, et puis Kevin Romy, bref, il y avait beaucoup de joueurs avec qui c'était simple en fait d'interagir, et en plus c'est ma langue maternelle, donc c'est clair que ça aide aussi. Et c'était vraiment c'était super cool. Il y avait Denis Solenstein et Christian Marty aussi avec qui j'ai joué à Cloten, donc je les connaissais aussi. Je connaissais du monde, et ça s'est fait très naturellement, et puis ça a été super cool en fait. Et je pense quand tu es dans un nouveau vestiaire et tu montres tu es là pour te battre avec eux, tu es là pour gagner des titres avec eux et faire des choses avec eux, je pense que ça aide aussi quoi. Tu dis te battre avec eux. Il y a Noah là, dans une interview il y a pas longtemps, il disait que lui quand il arrivait dans le vestiaire, un de ses bisutages c'était il y avait Goran Bezina, etc., qui voulait un peu jouer à la bagarre avec lui. Il disait qu'il n'avait pas le choix, il essayait de se défendre, mais voilà. Toi aussi, tu as vécu un peu ce genre de choses? Non, j'ai pas eu. Heureusement pour Goran, j'ai pas dû me battre. non, il m'aurait défoncé. Non, j'ai pas vécu ce genre de choses-là, non. Tes 2 premières saisons à Genève Servette, je vais t'en parler parce qu'à chaque fois qu'on parle de ta carrière, de ce que tu as fait avec Genève Servette et ainsi de suite, on pense surtout au titre de 2023, au titre de 2024, au titre européen. Et toi, à chaque fois, tu me dis genre... Non, il n'y a pas que moi, il y a Robert aussi. Oui, il y a Robert aussi. Mais on a gagné la Coupe Spengler. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que c'était des moments
fondateur pour les groupes de l'époque. Voilà, quand on voit comme Fribourg a fêté leur titre de la Coupe Spengler, je pense que ça montre aussi que c'est quelque chose d'important pour une organisation. Même si oui, ça reste un titre de entre guillemets seconde zone, mais c'est des tournois que tu rates depuis t'es petit. En fait, si t'es suisse, tu rates la Spengler, même dans d'autres pays, ils le regardent. Et même si c'est pas quelque chose qui a la valeur des titres qu'on a gagnés après, pour nous c'était une expérience incroyable de gagner ces titres ces 2 années-là avec le groupe de joueurs qu'on avait. C'était 2 saisons, on a eu de la peine à commencer nos saisons. Puis à l'image de Fribourg, après la Spengler, la deuxième partie de saison, on avait été très bon, on a été 2 fois en demi-finale, on avait perdu 2 fois contre Zurich, je crois, les 2 années-là. Je crois que en tout cas match 7 la première année à Zurich, je me souviens qu'on l'avait perdu, et la deuxième année c'était Zurich aussi en 6 matchs, je crois, mais je suis pas sûr. Bref, tout ça pour dire qu'on avait fait une deuxième partie de saison qui avait été très 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 bonne, et du coup c'est important pour moi parce que ça reste quand même un tournoi mythique. Et oui, pour nous, en tout cas, les joueurs à l'époque, Robert aussi, il avait fait la deuxième Coupe Spengler, il était venu du Canada pour la jouer avec nous. C'est quelque chose d'important, et c'est pas pour rien si à Davos, ils les affichent leur Coupe Spengler aussi. Ils sont quand même fiers de ce titre-là. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième finale, marque un beau but contre Ufa en finale. Il y a ce beau but-là. Attends, j'aimerais dire quelque chose sur ce beau but. Est-ce que il arrive en power play ce but? Oui. Est-ce que tu sais qui y avait sur la glace à 4 contre 5 en box play, qui jouait en box play? De l'autre côté? De l'autre côté. C'était Ufa, je crois. Non. Ouais, c'était Ufa. Qui jouait en box play de l'autre côté? Un joueur qui était en box play, pour dire si tu ne devineras jamais qui joue en box play à l'époque pour Ufa contre Genève Servette. Je suis en train de réfléchir à ceux qui ont joué avec nous. Ouais. Ufa, il y avait nos étrangers. Et qui? Il y avait Linus Omark. Et il y avait Artikainen. Il jouait box-play là. Donc il a joué une fois en box-play. Ouais, il jouait box-play à l'époque. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai marqué d'ailleurs. C'est peut-être pour ça, ouais. Mais j'ai envoyé la vidéo il y a pas longtemps. J'ai dit, c'est quoi le truc que tu trouves le plus drôle? C'est que moi je joue en powerplay ou que toi t'étais en box-play sur la glace? Et c'était quoi sa réponse? Je sais plus ce qu'il m'a mis. Il faudra demander aux joueurs. Et du coup, tu marques quand même ce beau but. Ouais. T'en as marqué un autre de beau but, c'était le dernier de ta carrière à Lugano. En vrai, c'est lequel c'est quoi ton plus beau but? Genre, lequel de ces deux-là tu vas prioriser? Celui entre les deux là? Ouais, entre les deux. Ouais, parce que t'as marqué beaucoup de buts, 76, énormément, énorme. Genre un nombre de buts monstrueux, et que des beaux buts en plus. Les clean shots, etc., parfait. T'as vraiment tous regardé, hein. Tu les as tous regardés. Ouais, ça m'a pris 4 heures, c'est pour ça que j'ai pas dormi de la nuit. C'est pour dire le nombre de buts que t'as marqué. J'ai pris ces 2 buts-là parce qu'il y en a un en finale de Coupe Spengler, je sais qu'en plus ça te tient à cœur. Très beau but en powerplay. Ton dernier but face à Lugano, très beau but aussi, très beau shoot, la fameuse patate de Jackie. Et si tu devais en prendre un, c'était lequel? C'est lequel? Le dernier. Ah oui, c'est au Vernet. Avec le jour où on annonce que ça s'est terminé. Ouais, non, franchement, il n'y a pas photo. Merci beaucoup de partager tout ça avec nous. Pourquoi? Non, je te remercie. Vrai, vous avez bien aimé? C'était un bon partage de buts, d'émotions. Juste pour le but? Ouais, bien sûr. Bravo. Pourquoi tu veux que je raconte quoi d'autre? Je t'ai dit que c'était le dernier jour, mon dernier match au Vernet. Je savais pas ce moment-là. On en reparlera après. Tu veux que je chiale, c'est ça? Ouais, chiale un peu, bordel. Fais des efforts, s'il te plaît. Regarde, nous, on met un beau setup, etc., des beaux maillots, petite ambiance et tout. Et t'es là, tu nous parles des trucs comme ça, comme si de rien n'était. Regarde, ces médailles, elles comptent pas pour toi? Ah oui, justement, si tu me parles des médailles, ce serait différent qu'un but. On y revient après. Parce qu'avant d'arriver à ces médailles-là, avec Genève Servette, t'as vécu déjà une finale. Alors déjà, il y a eu une première finale de Coupe de Suisse que tu perds face à Cloton. Ouais. Ça, tu vis comment ça? Genre, c'est entre guillemets pas ta première finale avec le club, et en plus avec ton ancien club. Tu te rappelles de ça? Ouais, je me rappelle bien. On l'avait pas spécialement bien. Le problème, c'était chiant d'aller jouer à Cloten. C'était une époque où on avait de la peine à gagner à Cloten. Avec Genève, c'était connu qu'on avait de la peine. Je crois qu'on a fait un truc comme 17 ou 18 matchs de suite sans victoire là-bas. Ouais, du coup, heureusement, ces dernières années, ça allait mieux. Mais non, c'était. Voilà, je pense que si on allait jouer à la maison, ça a été pour nous. Mais oui, il y a des regrets, mais moins pas plus que ça en fait. Parce que la Coupe Suisse, oui. Je dirais la Coupe Suisse, pour moi, je mettrais presque la Spengler avant. Enfin, je l'ai peut-être pas gagné. Peut-être si je l'ai gagné, je dirais ça différemment. Mais c'était aussi, c'était cool d'aller jouer des matchs dans des équipes de Première Ligue, de Ligue B, etc. Puis après, une fois que tu jouais contre tes équipes de Liga, c'était... Oui, quand tu arrives en finale, bien sûr, tu voulais les gagner, la finale. Tu voulais gagner la coupe. Mais
voilà, c'était pas plus ouf que ça. Tu vis une deuxième finale en 2020, la période du Covid, avec Genève Servette qui termine 6e et qui perd le premier match face à Fribourg, ensuite gagne 4 matchs de suite, on bat Zurich 3-0, puis on arrive dans cette finale face à Zug. Est-ce que là a vraiment commencé quelque chose au sein du groupe et du vestiaire pour les succès qu'il y a eu près? C'était quoi l'importance de cette finale pour la suite? Je pense que c'était un acte fondateur, clairement, pour la victoire de 2023. Après, ça faisait quelques années qu'on parlait toujours en quart de finale. On avait cette période, quand je suis arrivé, on avait été 4 fois de suite en demi-finale, si je ne me trompe pas, ou 3 ou 4 fois de suite. Et après, il y a eu une période un peu plus creuse où c'était plus difficile. On se qualifiait souvent dans les derniers matchs. On n'arrivait plus à jouer le top 4, top 5 comme on avait pu le faire au début, quand je suis arrivé à Genève. Et on se battait un peu chaque fois pour arriver en play-off et essayer de faire quelque chose. On a eu une belle série contre Berne d'ailleurs, je crois 2 ans avant avec le match le plus long. Exactement. C'était 2018. Donc voilà, je pense, on voit qu'il y a eu quand même une progression. Voilà, ces play-offs-là, on a appris beaucoup de choses. Ensuite, le fait de jouer cette finale, je pense pour 2023, ça a été clairement. Ça nous a montré qu'on pouvait le faire déjà. Je pense prouver ce groupe-là. On avait un groupe très jeune. Tu vois, il y avait Carrère, Miranda qui venait d'arriver. Il y avait le Coultre qui était avec sa première année. Tous ces gars-là qui venaient d'arriver et qui étaient encore jeunes, et ça leur a donné de l'expérience pour après aussi. On avait joué avec beaucoup de jeunes. Il y avait Guébé, il y avait Smons. Je me souviens, en défense, on était décimés, on n'avait plus personne. Et ces jeunes-là avaient prouvé aussi. Je pense qu'ils se sont prouvés à eux-mêmes. D'ailleurs, Lorenzo joue très bien avec Davos maintenant. Smons avec Cloton, je trouve que ça se passe bien. Donc ça a prouvé à beaucoup de monde, et puis au groupe aussi, qu'on pouvait le faire. Et le fait de la perdre aussi comme ça, je pense qu'on a perdu 3-0 à la finale, mais on était proche. Je pense vraiment que le premier match là-bas, qu'on perd 1-0, je crois, ou 2-1 peut-être. On était vraiment très très proches. Et eux, ils avaient perdu 2 finales de suite avant ça, je crois. Ils faisaient vraiment pas les malins après ce match-là. Et le deuxième match à la maison, il y avait eu des pénalités. Bref, on ne fera pas l'histoire, mais je pense qu'on avait été plus proche que ce que le score l'indiquait. Mais on n'était pas encore prêt. Et je pense que le fait de jouer cette finale, puis après de rater les playoffs l'année suivante, ça nous avait mis la rage nécessaire pour après gagner, faire la saison qu'on a fait 2022-2023. T'es superstitieux, toi? Beaucoup moins maintenant, ça m'arrivait à un moment donné, ouais. Parce que il paraît que pendant cette série de finale, après, une fois que c'était fini, tu pouvais plus voir la bouffe-taille. Ouais, c'est vrai. J'allais avec ma femme, et ce qu'on avait c'était quoi, 2020, ouais, on avait notre premier qui était né. Il y avait Roger Carrère et sa femme Véronica qui venaient toujours chez nous, on commandait toujours avant chaque match, en fait, le soir avant le match, quand on avait le match le lendemain. Ils venaient manger, on commandait toujours chez le Thaï qui était à côté de chez eux. Et du coup, je pouvais plus trop voir ce restaurant-là, surtout après ces playoffs-là. Mais c'était quelque chose de cool aussi, tu vois. Parce que pour remettre un peu dans l'histoire, en fait, on perd ce premier match à Fribourg. Ouais. Roger et Véronica aussi, sa femme, qui viennent chez vous, qui mangent thaï. Et du coup, le lendemain, vu qu'on jouait tous les 2 jours, on gagne le match à Fribourg. Et du coup, apparemment, tu lui as dit, genre... tu reviens tous les veilles de match et puis on mange taille, etc. Sauf qu'on a gagné 4 matchs de suite, là contre Fribourg, après 3 contre Zurich. Exact. C'était pas un peu long? Ouais, c'était long, ouais. Mais au moins, comme on a gagné en 5 contre Fribourg, on a eu une pause, donc on a pu manger. En 3 contre Zurich, il y a eu une pause, donc au moins il y avait des petites pauses entre les séries. Mais ouais, franchement, c'est des histoires comme ça. C'est des choses qui restent après. Quand je me souviens, ma première année à Cloten, on avait gagné 4-0 les quarts et les demi-finales. Et en T-série, en fait, on pouvait faire quelque chose. Et on avait été faire du kart, on avait été faire, je sais plus comment ça s'appelle, où tu es sur un truc, puis tu voles, t'as de l'air qui sort, puis je sais plus comment ça s'appelle ça, fly, je sais plus. On avait fait des trucs comme ça, puis c'est des super bons souvenirs, en fait, c'est là que tu recrées des liens, tu resserres tu resserres les liens avec tes coéquipiers, et puis encore maintenant, ça reste des souvenirs qui sont incroyables quand je repense à ces moments-là. T'as une phrase que tu dis assez souvent et qui est assez cool, tu te considères 50% valaisan, 50% zurichois, mais 100% genevois. À quel moment tu t'es dit, genre, je crois maintenant je suis arrivé à un stade dans ma vie où je me sens plus genevois?
Je pense qu'il y a ouais, peut-être la naissance de mes enfants, et puis après le fait que je sois... En fait, j'ai mon enfance, je l'ai eu en Valais, mon adolescence, je l'ai eu à Zurich, et puis ma vie d'adulte, je l'ai faite à Genève. Donc, toutes ces choses-là, le fait que je m'identifie beaucoup à la mentalité aussi genevoise, oui, on dit que les Genevois, c'est les Zurichois de la Romandie. Donc voilà, déjà, il y a le lien là. Il y a une certaine arrogance, entre guillemets, mais il y a plus que ça pour moi derrière. Et les Valaisans sont aussi fiers. Les Genevois sont très fiers aussi. Donc ça se rejoint quand même sur pas mal de choses. Donc je retrouve beaucoup de choses dans... Là, je vais peut-être me faire lyncher parce que je dis ça, mais... T'es un gars fier et arrogant, en fait. Non, mais l'arrogance moins... je dirais plus le fait d'être la fierté, en fait, d'être genevois, la fierté d'être valaisan. Je retrouve beaucoup de choses là-dedans, dans le caractère aussi des deux cantons. Et puis il y a beaucoup de valaisans à Genève. Voilà, il y a tellement des gens, ils disent, tout le monde qui a une grand-mère, un grand-père ou un chalet ou un truc en Valais, des gens qui sont des Genevois. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a quand même un lien entre ces deux cantons. Et ça, je pense pas que ça arrivait d'un coup, je pense que ça arrivait petit à petit. Et puis encore maintenant, je pense que la première fois que j'ai remarqué ça, je pense que c'est quand il y avait d'autres joueurs qui se plaignaient des fois de Genève, tu vois, de la ville ou des embouteillages. Ouais, mais aussi rien que le fait de se plaindre de la patinoire ou peu importe. Et je remarquais que ça me mettait une rage au ventre, en fait, ça m'énervait. Puis du coup, je me suis rendu, je dis, ok, voilà, c'est pas, je suis vraiment attaché à ce club, oui, et puis mais aussi à la ville et ça. Du coup, je la défendais comme si je venais d'ici. Et puis, c'est un peu pour moi pour ça que je dis que mes enfants seront aussi, je pense, sont nés ici, tu vois, donc ils sont sur leur lieu de naissance, ça sera écrit une boucherie, du coup, toute leur vie, quoi. Donc peu importe voilà, j'espère qu'on restera ici, mais peu importe où ils seront toujours ça, même s'ils sont à moitié valaisans et à moitié zurichois. Et du coup, en tant que 100% genevois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es dans ce fameux dernier shift, le 27 avril 2023, sur la glace, où Yann décide de te mettre sur la glace avec Noah, avec d'autres joueurs, avec Henrik Tomernes, et à quelques secondes justement de soulever ce premier titre pour cette ville, où tu te sens maintenant 100% genevois? Il se passe plein de choses. Si tu pleures pas, mec, je te jure. Non, il se passe plein de choses. Après, tu réalises pas encore vraiment, parce que voilà, tu étais vraiment dans ta série de 7 matchs qui était... pour les nerfs, nerveusement, c'était dur. Franchement, c'est avec le recul, la série là, c'était compliqué parce qu'il y avait tellement d'attentes. On avait fini premier la saison régulière. En plus, la série finale sur les 7 matchs, je pense sur 5 des 7 matchs, ou peut-être 6 des 7 matchs, on était la meilleure équipe. Et tu arrives à un 7e match, tu te dis, mais comment on est arrivé là, en fait? Et du coup, il y avait beaucoup de nerveusement, c'était compliqué. Pour en avoir parlé avec les gars, après, c'était pour tout le monde, tu vois. Et même si on ne le montrait pas, ça n'en parlait pas ouvertement, parce que là, on est des bonhommes, ok. Enfin, c'est un peu, oui, mais c'est ça. Et tu le remarques pas, en fait. Quand tu arrives à la patinoire, tu joues un peu ton rôle. Mais pour en avoir parlé, puis après, quand on a eu toute cette histoire avec les messages dans les groupes, etc., que les uns et les autres ont pu voir, qu'on était tous dans le même bateau, qu'on ressentait les mêmes émotions. Donc, voilà, tu es vraiment dans le tunnel, en fait. Et c'est plus tard, après, quand tu parles avec les gens, quand tu vois la réaction des gens que tu croises depuis des années, qui sont là dans les gradins et qui pleurent parce que c'est le premier titre, parce que ils venaient avec leurs grands-parents quand il n'y avait pas encore le toit, parce que, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est ces choses-là qui te font réaliser, ouais, on a réalisé quelque chose de grand quand même. Et puis le fait d'être sur la glace, c'est clair, c'est magnifique de pouvoir prendre Hank dans mes bras directement après, lui qui vient vers moi c'est son dernier match à Genève, son dernier match au Vernet. Voilà, tu pouvais pas mieux écrire la fin, quoi. D'ailleurs, on a une surprise. Henrik Tomernes qui est là avec nous aujourd'hui. T'imagines, il est venu. Ouais, de Suède, il joue des playoffs. Ouais, voilà. Mais pour toi, il est venu en tout cas. D'ailleurs, on a avancé le billet, mais apparemment, on lui a dit que c'était toi qui nous remboursais. Tu pourrais me rembourser. Là, ça serait très sympa. Ça coûte cher quand même depuis la Suède. Tu vas avoir Bébert. C'est lui. Noah soulève la coupe. Ouais. Et il la donne. Première personne à qui il la donne, c'est toi. Alors. J'étais à côté de lui. Oui, mais il n'avait pas le choix de la tenir. Non. Sincèrement, je suis quasiment persuadé que si t'étais de l'autre côté, même genre t'étais dans les gradins avec ta famille, il aurait fait comme ça juste pour aller te la donner. C'est quoi cette relation que t'as avec Noah? Aussi, c'est une relation qui a grandi au fil des années. Je suis arrivé, Noah, il a 8 ans de moins que moi. Et je suis arrivé, Noah, c'était le petit jeune qui était avec Sagri, qui venait d'arriver des juniors, qui était un talent, qui avait tout à prouver, quoi. Et on parlait l'autre fois, on a été à Amsterdam en voyage d'équipe.
Et notre première année, on avait été faire un tournoi à Amsterdam en début de saison. Et là, c'est aussi là-bas qu'on a resserré les liens avec le groupe, etc. Puis il y avait Comment on resserre les liens avec le groupe à Amsterdam? Bah, tu vas boire des coups, tu vas faire tu fais des trucs rigolos en groupe, quoi. C'est ces choses-là. Et on est arrivé à Amsterdam le premier jour et on était on a été manger quelque chose et puis il y avait Alex Picard qui disait à Noah, vas-y le jeune, bois un peu des coups. Et puis moi je voyais bien, tu vois, je sais ce que c'est à ta cet âge-là, c'est pas facile de te dire non, etc. Alors moi j'ai défendu un peu Noah avec ça, puis je dis laisse-le tranquille. Puis c'est un peu comme ça qu'on a commencé notre relation. Puis après au fur et à mesure, on a 8 ans de différence. Même déjà à l'époque, lui, il traînait plutôt avec les jeunes encore. Moi, je suis parti encore des jeunes, oui, mais avec les juniors, il traînait plutôt. Et puis après, au fur et à mesure, il s'est établi dans l'équipe. On s'est rapprochés automatiquement parce que une fois que les gars que je te disais avant, là, les gogos, etc., sont partis, ces leaders-là, c'était à nous un peu de reprendre le flambeau. Et du coup, on s'est rapprochés à ce moment-là. Les deux, on est des bosseurs, les deux on met Genève avant tout, les deux voilà, je pense qu'on a la même vision par rapport à beaucoup de choses, que ce soit sur la glace ou en dehors, comment une équipe doit fonctionner, comment un groupe vit, et je pense grâce à ça on s'est rapprochés petit à petit. Je dirais pas qu'il y a un moment qui a été vraiment le déclencheur, mais petit à petit on s'est rapprochés parce qu'on a remarqué qu'on voyait beaucoup de choses de la même manière. T'as amené plusieurs maillots ici. Ça, c'est celui de la finale 2023. Il y a celui de la finale de CHL. Et t'as amené aussi celui qui est juste là-bas de la Winter Classic. Donc, on rappelle 2015, Genève Servette qui organise sa Winter Classic au stade de Genève, 30 000 personnes qui sont là, et ainsi de suite. Et un petit 0-0. Et un bon petit 0. À quel match? Je me souviens, moi j'étais là. Franchement, c'était perdu à 1-0 prolongation. Ouais, beau match. C'était un beau spectacle. Ça valait. C'était vraiment, franchement. Vous aviez tout donné sur la glace, quand même, tous. Oui, mais bon, à Etzellers, l'autre côté. C'était compliqué. Ouais. Et tu te rappelles. C'est une question rhétorique parce que je sais pas. Bien sûr, qui jouait sur la ligne. Non, t'as lu mes questions. Non, il y a pas plus tard qu'à un mois, je crois que j'étais retourné avec Noah, il était venu voir les matchs avec nous là quand il pouvait pas jouer. Le dernier match, puis dans le bus en rentrant, il était souvent assis à côté de moi, puis on avait regardé, là on n'avait pas de la Winter Classic. Et j'avais été voir, on était regardé la vidéo parce qu'elle est toujours en ligne. Puis je jouais avec Noah Rod et Elliot Berton sur la ligne. Quelle époque? Quelle ligne hein? Vous marquiez des buts ensemble? On va en marquer beaucoup, je pense. Moi, je pense. Première ligne. Top ligne. L'année d'après, donc 2024, saison un peu plus difficile après le titre, mais quand même ce titre de champion d'Europe. Ça va, champion de Suisse, champion d'Europe, tranquille, ça va le CV? T'es content? Oui, non, là c'est clair que le titre de champion suisse, qu'il arrive comme ça, après tant d'années, après tant de galères, pas que pour moi, j'ai aussi pour le club, les hauts et les bas qu'on a vécu. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau, mais c'est clair que il y a c'est comme le ketchup, il sort jamais, t'appuies, tu scoopes, une fois que tu secoues, il y a tout qui sort d'un coup, c'est un peu ce qui est arrivé avec ces deux titres coup sur coup. Je te pose la question, même si on connaît un peu la réponse, mais est-ce que ces deux titres, ça a la même saveur? Non. Bien sûr que non. Si tu devais garder une de ces deux médailles, tu garderais laquelle? Je garderais celle-là. Ouais. Oui, champion suisse quand même. T'as la saison derrière, les 52 matchs, t'as tous les playoffs, les 18 matchs de playoffs que, comme je disais avant, la pression, la tension qu'il y avait sur nos épaules, qu'on se mettait peut-être nous, mais aussi qu'il y avait les attentes qu'il y avait. C'est incomparable. Tu sais, j'ai quand même posé pas mal de questions un petit peu à tout le monde pour essayer de trouver un peu des trucs à dire sur toi, etc. Je te jure, j'ai eu la réponse, la même réponse de tout le monde. La même réponse. Seule. Genre, ouais, mais non, mais Jackie, j'ai plein de choses à dire, mais j'ai pas vraiment je peux pas dire quelque chose de mal sur lui. Et j'arrive pas à trouver quelqu'un. Moi, je voulais quelqu'un qui me dise genre, ouais, Jackie. Sur Jackie. Exactement. Genre, ouais, il est parti sans payer, il a jeté quelqu'un dans l'eau, tu vois, un truc comme ça. Tu connais pas les personnes moi, je peux te donner les numéros si tu veux. Bon, en vrai, ils m'ont dit des trucs, mais on peut pas le dire. Quoi, des trucs pas bien? Quoi? Non, mais, et par contre, un truc qui revient souvent, c'est que tous m'ont dit genre, Jackie, mais non, mais c'est le papa de l'équipe. Tu veux reparler de ça, c'est ça? Je veux reparler de ça. C'est un truc qui te gêne, qui t'aime pas, ou c'est plutôt un truc où tu dis, ouais, en fait, tu vois pourquoi il dit ça et t'en tires une certaine fierté?
Non, je vois très bien pourquoi il dit ça. Après, là, en fait, pour l'anecdote, j'ai dit, tu veux reparler de ça, c'est quand il y avait la série qui était sortie sur nous, là. Breakaway, ouais. Breakaway, et il y avait Seb qui avait dit, oui, c'est un Sébastien peu le papa de Tellet, de Radio Lac, ouais. Et moi, ça m'avait pas choqué sur le coup, mais il y a genre 3-4 gars de l'équipe qui m'avaient dit, mais ça t'a pas saoulé, ça t'a pas. Pourquoi il me dit, bah, en fait, les autres, ils présentent, ouais, lui, il fait ci, il est bon à ça, lui, enfin, tu vois, sur la glace, ou peu importe. Et lui, c'est le papa de l'équipe, quoi. Genre, ouais, vas-y, lui, c'était, bah, ouais, en fait, c'est vrai, ouais, je suis fâché, ouais. Bah, vrai, non, après, j'étais venu te le dire, je crois. Et non, mais non, je comprends très bien. Je sais plus, c'est qu'il disait il y a pas longtemps, qu'il disait ouais, c'est un peu la voix de la raison. T'es un peu la voix de la raison en fait. Quand les gars, ça part un peu n'importe comment. Je crois que c'est Benjamin Antonetti qui a dit ça. Et du coup, ben ouais, il y a un peu de ça, mais voilà, oui, ça me rend fier parce que voilà, ça montre certaines valeurs que je souhaite montrer. Je souhaite la personne que je suis en fait aussi dans la vie de tous les jours en fait. Et du coup, voilà, en fait, ça montre que j'ai été moi-même aussi dans le vestiaire. Vincent Praplan, il m'a dit aussi que par rapport à ça, que t'es le genre de personne dans le vestiaire qui préfère genre prendre toutes les mauvaises ondes pour éviter que le reste du vestiaire l'ait. Au final, c'est ça un peu être le papa d'équipe, c'est un peu couver un peu tout le monde. Bah oui, après je pense dans toutes les équipes, t'as besoin de personnes comme ça. Oui, il faut des gars qui des fois gueulent ou enfin, mais ouais, prendre les mauvaises ondes. Je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, quand tu essaies de voir le problème, c'est pour ça que voilà, pour être venir sur quelque chose de plus sérieux, ces 2 dernières années, le fait de pas mettre le doigt sur quelque chose, la raison pourquoi ça allait moins bien, c'est ça que ça me bouffait en fait de l'intérieur parce que voilà, j'aime quand tu vois les choses, quand tu vois les problèmes, ben, j'aime bien en parler, j'ai aucun souci à en parler avec les personnes. Ben, je pense qu'il faut toujours parler des choses, il ne faut pas garder ça pour soi, faut pas parce que c'est mauvais pour un vestiaire, pour une famille, peu importe. Et du coup, le fait de ne pas avoir vu certaines choses voilà, que je pense aujourd'hui sont en train d'être réglées et qu'il y aura un nouveau départ par rapport à ça l'année prochaine, ça m'avait quand même coûté beaucoup d'énergie parce que c'est important qu'il y ait de l'harmonie dans un vestiaire. Oui, il faut que des fois là, qu'il y ait un peu des conflits, etc. pour que le vestiaire vive, mais je pense qu'il faut de l'harmonie et puis c'est quelque chose que j'aime bien sentir et mettre en place. Après avoir vécu du coup ces titres, ces 2 saisons un peu plus compliquées, tu décides de mettre un terme à ta carrière. Tu y avais déjà songé avant? Tu t'es dit peut-être à un moment plus tôt, dire peut-être genre après le titre ou je sais pas, dire peut-être que là je pourrais arrêter, ou genre vraiment ça t'est jamais venu à l'idée avant et puis tu sentais que c'était maintenant le bon moment? Non, ça m'est jamais arrivé avant. J'ai toujours eu le feu en fait. Là je pensais non plus pas tu m'avais demandé l'année passée à la même période où même après l'été je t'aurais dit écoute moi une saison en tout cas encore j'aimerais bien faire. Puis après, là, les choses ont fait que les discussions que j'ai eues avec Marc Cauchi, qui m'a dit très ouvertement, écoute, nous, c'est pas moi qui vais te dire, faut que tu arrêtes ou on te veut plus. Mais voilà, si tu restes, tu auras ce rôle-là, si tu es prêt à l'accepter ou pas. Donc la porte était quand même ouverte. Après, les discussions que j'ai eues aussi avec Philippe Béchler, le président, qui m'a dit qu'ils aimeraient bien garder au sein du club, dans l'organisation, un rôle qu'on devrait définir, mais qu'il y avait cette envie-là aussi. Donc toutes ces petites choses-là ont fait que voilà, c'était le bon moment, je pense, parce que voilà, il faut penser à la suite aussi. Puis tu as une opportunité comme ça qui se présente. Je pense que voilà, en tout cas pour moi, c'était le moment de la saisir. Et voilà, on verra. Je pense que ça va me manquer, c'est sûr, parce que je pense que physiquement, j'étais encore capable de le faire. Mentalement aussi, j'avais encore le feu, mais ça n'est quand même de plus en plus dur de faire tous ces sacrifices. Et c'est clair que les 2 dernières saisons, ça n'a pas été simple non plus à gérer, comme ce que je te disais avant, ces choses-là. On n'a pas atteint nos objectifs. Et c'est clair que, oui, d'un côté, si on a vu gagner un titre cette année ou l'année passée, peut-être ça aurait été plus simple de dire j'arrête. Mais voilà, d'un autre, le fait de vivre ces 2 saisons compliquées, c'est clair que ça pèse aussi dans la décision, parce que c'est jamais simple de vivre des saisons comme ça. Tu sais déjà ce qui va te manquer le plus justement de cette situation de hockeyeur professionnel, maintenant que tu ne l'es plus? Le vestiaire, je pense. Après, oui, je pense que le vestiaire, c'est ce qui a manqué le plus, la camaraderie dans le vestiaire,
Ouais, les histoires que tu entends. Après, je pense qu'Eliott et toi, si j'ai viens bosser avec vous au bureau, et puis vous aussi, je pense que vous avez quand même pas mal d'histoires à raconter aussi. Des trucs. Tu feras partie de ces histoires. Tu viens d'en raconter une avant, si tu veux. Là, non, mais ces choses-là, je pense que ça a manqué. Et toutes ces petites choses, toi, les voyages d'équipe, même si je suis pas un grand foireur, un grand fêteur, j'aime bien certains voyages qu'on fait quand tu vas manger ensemble, quand tu fais un truc en groupe, des trucs comme ça. Mais pas que ça n'existera plus, mais je dis le fait d'être dans un groupe, avoir un objectif en commun, de battre pour la même chose, c'est ces choses-là qui vont me manquer. Ouais. Par contre, je crois qu'il y a un gars où tu vas manquer à tout le monde, mais il y a un gars peut-être qui tu ne vas peut-être un petit peu moins manquer. Vincent, qui était ton roommate lors des voyages, il m'a dit que tu l'empêchais des fois de dormir, surtout que tu faisais des trucs un peu chelous à 23h30 devant ton lit. Devant mon lit, non, dans mon lit. Dans ton lit. Ouais, j'ai fait des Dormatec, c'est bottes là que tu mets, ça te gonfle, pour les jambes en fait. Ça s'appelle, je sais pas comment on appelle ça, des trucs de contention, enfin des bottes de contention. Et je faisais ça avant mes matchs pour me préparer parce que je suis un professionnel, tu vois. Et du coup, ça fait du bruit, ça fait l'horreur. Et bon, 23h30, non, faut savoir que Vincent, il dort pas avant, je pense, minuit et demi, enfin, il a de la peine à s'endormir. Mais des fois, s'il regarde un film et il met ses écouteurs, il s'endort. Et du coup, là, pour le coup, il s'est endormi une fois. Et en enlevant, parce que quand on enlève ses bottes, ça fait du scratch. Okay. Ça fait vraiment du bruit. Et ça l'avait réveillé une fois sur les, je pense, 20 fois qu'on a été en voyage ensemble et on était ensemble en chambre. Ça l'a réveillé une fois et du coup, il te sort cette anecdote-là, quoi. Mais en vrai, après, il m'a dit qu'il arrivait jamais à dormir avec toi parce que, je sais pas, tu ronfles ou c'est quoi le truc? Il m'a dit vraiment qu'il arrivait jamais à dormir. C'est pas vrai, il n'arrive pas jamais à dormir. Il a toujours très bien dormi. Et il mettait ses boules caisses sous ses écouteurs, puis il dormait très bien. Mais c'est vrai que apparemment je respire fort quand je dors, ouais. Je fais un bruit, genre tu demandes, ça fait genre. Pas ronfler, mais genre ça énerve, quoi. Et du coup, je pense que c'est ça qu'il parle. Là, je te propose, on va faire un petit entracte avec une petite série de questions. C'est très simple. Franchement, tu as juste à répondre par oui ou par non. Le but, c'est le plus rapide possible. Il y a des questions très sensées. Et des questions pièges? Non, pas vraiment. Ok. Non. En vrai, non, ça va. Tu vas voir, c'est assez chill. T'es chaud? Ouais. Ok, vas-y. Première question. Genève, c'est une ville de hockey? Oui. La défense, c'est plus dur que l'attaque? Non. Est-ce que tu es capable de te déguiser en hooligan pour anéantir un nid de guêpes? Oui. Est-ce que tu pourrais devenir entraîneur? Je pense pas. T'as un meilleur tir que Marc Gaucci? Oui. Est-ce que tu as songé à arrêter ta carrière bien avant? Non. T'es fort au jeu du ni oui ni non? Peut-être. Ah, pas mal. T'aimes bien qu'on t'appelle Jackie ou pas du tout? Ouais. On m'a dit que t'étais addict au chocolat, c'est vrai? Oui. Cite-moi une console de jeu. Nintendo 64, ça c'est vieux. T'aurais juste pu dire oui. Est-ce que Rick Tom Ernest est le meilleur joueur avec lequel t'as joué? Oui. Et fais gaffe à ce que tu racontes. Ok, d'accord, on est d'accord. Est-ce qu'il y aura une Saint-Jackie cette année? Oui. Tu t'es bien prêté au jeu. Par contre, t'as juste oublié de répondre oui ou non à une question. Je suis un peu triste. T'as vraiment un meilleur tir que Marc Gaucci? Mais je pense oui, je sais pas. Il a marqué combien de goals dans sa carrière, Marc Gaucci? Alors, je sais qu'avec Genève Servette, il en a marqué 2. Ah ouais? Je crois pas qu'il ait vraiment fait exprès à chaque fois en plus. T'es vraiment... Oh mince. Non, mais je sais qu'il regardera pas, j'espère. Addict au chocolat? Ouais. Parce que ça aussi, on m'a raconté, parce que... Ah ouais, mais il y en a des pires que moi dans le temps. Ah ouais? Ouais. Il y a Roger Carré, c'est peut-être lui qui t'a dit ça. Non. C'est pas lui, mais lui, je pense qu'il aurait pu te dire ça. Et depuis l'année passée, lui, il est devenu pire que moi en famille. Et apparemment, Alessio Bertaggia et Tanner Richard, ils sont encore pires aussi. Ah ouais? Ça me vraiment chocolat abusé. Tout le temps? Tout le temps. Avant les matchs, après les matchs. Oh là là. Et Roger, ça fait peut-être depuis la naissance quand sa femme était enceinte, il a commencé un peu à... Non, je crois que c'est depuis qu'il a arrêté la snooze, en fait. Ah. Il avait besoin de compenser avec autre chose. Et du coup, il arrêtait pas de manger. Là, je sais pas si c'est calmé, mais chocolat, glace et tout. Il a vraiment abusé. Tu peux nous raconter cette histoire de... Parce que moi, j'ai vu les photos. Et je pense qu'on les mettra dans la vidéo. Je te les enverrai, Adri. J'ai les photos. Ouais, je vois de quoi tu parles, ouais. Parce que j'ai une photo de toi, mais c'est dans un accoutrement, mais vraiment, on aurait dit un hooligan sur un toit pour aller tuer un truc de guêpe, là. Ouais. C'était quoi cette histoire? Désolé pour les protecteurs des animaux. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si t'as le droit légalement d'aller défoncer un nid. Oui, parce que les gars, ils viennent le faire pour toi. Contrôlera ça, avant que je me fasse embarquer. Non. En fait, il y avait beaucoup de guêpes chez nous, sous le toit en été.
Et ils viennent toujours, quand tu manges, naturellement, on avait fait venir quelqu'un pour exterminer les nids, et il avait fait plus, mais il est resté 2 ou 3 nids. Donc j'ai acheté une bonbonne avec de spray là, machin, et du coup je me suis dit, pour me faire pire, imagine je me fais piquer, je sais pas, j'ai une réaction allergique, je tombe du toit et je roule, il faut quand même que je sois déguisé, que je me protège. Donc j'avais mis une cagoule, je crois. J'ai des lunettes ou pas? Des lunettes de soleil, ouais. Des lunettes. Un masque de Covid, là. J'ai un masque Covid aussi. T'avais une écharpe, je crois, un truc comme ça. J'étais équipé et du coup, j'étais fan, mais j'avais réussi. Ouais, puis tu courais bien sur le toit aussi. Je courais aussi sur t'as une vidéo où je cours? Alors, on m'a raconté. Je suis un peu déçu, la vidéo qu'on m'a envoyée, tu cours pas sur le toit. Parce qu'apparemment, t'aurais fait genre... Et genre... Et... Non, ça je crois pas alors. Alors, écoute, moi... Toi, s'il y avait vraiment la vidéo de ça, tu l'aurais reçu, non? Oui. Bah voilà. Mais parce que la vidéo, elle coupe juste avant. Donc moi, je crois les gens qui me racontent les choses. Justement. Il paraît que t'as même fait des petits cris et tout. Ça, c'est possible, j'ai fait des petits cris. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Et j'ai une autre photo de toi aussi, un peu déguisé en hooligan. Je sais pas si tu te rappelles d'un craquage que t'as fait après le titre. Ouais, ça c'est toi qui l'as. Oui, alors ça c'est moi qui l'ai. D'ailleurs, je te la donnerai aussi à Adri. D'ailleurs, toi aussi. Non, je crois pas. Sur la vidéo que moi j'ai, je te donne à la fin, je te donne le... Ouais, mais ça peu importe, je t'enverrai que la photo de Jackie. Je te donne le pyro et tu le fais aussi toi. Mais j'ai demandé à un pompier, un policier avant si j'avais le droit ou pas. Ouais, mais il a dit oui. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, c'était tout à fait légal. Ouais. Il y avait rien d'illicite dans ce que tu faisais. T'aurais voulu être un ardent supporter, un fervent supporter à crier dans les patinoires et à supporter des équipes? Non, je pense pas. Je pense pas que c'est mon caractère comme ça. Mais là, voilà, j'avais vu quand on a gagné le titre de champion suisse. J'en avais aussi fait un sur le camion. Et je sais plus qui c'est. Je crois que Roger m'avait dit en fait il y avait un joueur de foot à Zurich qui avait reçu une amende parce qu'il avait été filmé en train de faire ça. Et du coup, on n'a pas le droit. Peut-être qu'on l'a pas fait, peut-être à cause de ça. Bref, mais là j'avais demandé. Vous l'aviez fait au titre de champion? Oui. Ok. Mais en tout cas, pour le titre de champion d'Europe, j'ai dit je le refais. C'était trop cool. Et du coup, je l'avais fait. Et puis du coup, la Saint-Jacques, il y en aura encore une cette année parce que. Bah oui, toi tu fais partie du conseil d'administration. Ah ouais, donc justement, mais c'est pour ça que je m'inquiète. Faut qu'on planifie. Si tu veux nous raconter un peu ce que c'est la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, c'est Noah Rod et Elliot Berton. Il y a 2 étés de ça, on était derrière là au stade et ils me disent est-ce qu'on va manger ensemble? C'est le dernier jeudi de l'entraînement d'été. Est-ce qu'on va manger? C'était au début de semaine. Ils me disent est-ce qu'on va manger ensemble le jeudi soir? Puis vas-y, on peut aller manger ensemble. Ouais. Et du coup, on a été manger ensemble. Et après, il y a 2-3 qui ont entendu qu'on allait manger, donc ils sont venus avec nous. Ils sont un peu incrustes. Et en allant là-bas, on a recroisé d'autres joueurs qui passaient par là, puis qui sont venus aussi avec nous à table. Et du coup, Noah, il a dit ok, c'est la Saint-Jacques. Chaque fin d'entraînement d'été, le dernier jeudi, on ira manger ensemble et puis boire quelques coups ensemble pour fêter la fin d'entraînement d'été. Et puis ce sera la Saint-Jacques parce que voilà, tu fais pas trop la fête et ça, mais une fois comme ça, fin d'été, on fera ça tous ensemble. Et puis cette année, il y a encore plus de monde. Je dis à la fin, on veut que ça donne Coachella, un truc malade. Ouais, énorme. D'ici 15-20 ans. C'est le but. Ça, on appellera ça toujours la Saint-Jacques. Ouais, il y aura des artistes, il y aura des bracelets, il y aura des VIP. On fera comme le Paléo, on vendra tous les tickets en 13 minutes. Ça va être incroyable. Ouais. Le clou du spectacle, c'est toi qui feras toujours une petite chanson à la fin. Putain, j'ai tellement hâte déjà. Si on parlait un petit peu de l'après-carrière de hockeyeur, parce que là, tu es un jeune retraité, mais tu l'as déjà préparé depuis un moment, puisque tu avais fait ces fameuses études en communication et marketing. C'était pas un peu dur de jongler une vie professionnelle, une vie de hockeyeur professionnel, une vie de famille aussi que tu as eu en même temps, plus entre guillemets reprendre des études, aller dans des cours, etc. C'était compliqué? C'était compliqué, ouais. C'était pas simple, surtout que ma femme, elle est tombée enceinte au moment où je me suis inscrit et je devais valider l'inscription quand on a découvert qu'elle était enceinte. Donc j'ai la personne qui s'occupait des inscriptions, je lui ai dit écoutez, je sais pas si je vais le faire maintenant, peut-être attendre, voir comment ça va avec le petit. Puis elle m'a dit écoutez, si vous commencez pas maintenant, vous commencerez jamais. Et du coup, j'ai pas regretté de pas le faire, parce que je pense après avec un enfant si j'avais pas commencé là, je pense que j'aurais dû faire autre chose, ou ça j'aurais pas pu faire ça comme j'ai pu le faire là. Et c'était compliqué, ouais. Tout le crédit revient à ma femme qui a réussi à gérer ça comme une championne, mais c'était pas après un deuxième enfant qui arrive encore, donc c'était pas simple vraiment. Et je pense le Covid m'a quand même beaucoup aidé, même si c'est une période difficile pour tout le monde.
Mais le fait d'être à la maison beaucoup, pendant l'été, on était obligé d'être à la maison, donc je pouvais suivre les cours en ligne. Comme ça, je pouvais enregistrer les cours après en ligne, ce que je pouvais pas faire avant parce que c'était en présentiel la plupart du temps, le cursus que j'ai fait. Du coup, voilà, toutes ces petites choses-là m'ont aidé et puis je suis bien content d'avoir fini. T'as dû beaucoup bosser quand même ou c'était... Non, j'ai quand même dû beaucoup bosser. Tu bossais quoi dans le bus? Dans le bus moyen, parce que genre, je vais en venir. Je leur disais, je dois bosser, puis je le faisais presque jamais, c'est ça? Mais moi, tous ceux, ils m'ont dit, genre. C'est des balances. Hein. Ouais, c'est vraiment des balances. Ouais. Hein. Mais ils m'ont dit, ouais, Jackie, il arrêtait pas, genre, ouais, non, il faut que je bosse. Alors que tu passais ta vie à regarder des séries, manger du chocolat dans le bus. C'est ce qu'on m'a dit, ouais, le jeu de site. Ça, c'est sur la deuxième partie de mes études, c'est ce que j'ai dû faire, mais parce que je vais rendre, en fait, quand je leur disais, je dois bosser, c'est quand je vais rendre mon travail de bachelor, Et c'est ça, puis j'ai jamais réussi à me mettre dedans, je l'ai fait quelques fois, oui, mais avant ça, quand j'avais d'autres choses à rendre, et ça je bossais. Mais sur la deuxième partie, quand je vais rendre mon travail de bachelor, à la fin, je l'ai fait à l'arrache à la fin, vite, tout ce que je devais terminer, parce que j'ai pas réussi à faire dans le bus un peu plus avant. Ouais. Tu sais ce que t'aurais fait si t'avais pas été hockeyeur? J'aurais bien aimé être maître de sport, professeur, en fait. Genre dans les écoles? Ouais, dans les écoles, ouais. Donc j'aurais bien aimé faire ça depuis petit jeu, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. En tout cas, il paraît que t'aurais pas pu être guide, genre de montagne ou. Tu rigoles ou quoi? Dans la jungle. Ouf. Non, mais je sais pas, parce que moi, on m'a raconté qu'une fois, à Valence. Ah, ok, tu parles de ça. Non, t'étais parti. Je pensais que c'est ma femme qui t'avait dit ça. Et en fait, quand on va en vacances et tout, et peu importe où on va, c'est toujours moi qui. C'est vrai. Et je suis vraiment bon, j'arrive très bien à me retrouver. Mais à Valence, j'avais mes sens qui étaient un peu. Altérés. Qui étaient altérés par des boissons. Que de l'eau. Que de l'eau. Et d'ailleurs, il paraît que tu commences pas gentiment avec une bière, tu commences direct au gin. J'aime pas la bière. Ouais, donc du coup, c'est pour direct. ça, pas comme ça direct, mais du gin, ouais. Mais non, mais à Valence, pour l'entraînement de vie de garçon de Roger Carrère, moi, des fois, je remarque que je bois un peu trop et je suis pas dans mon état normal, je veux toujours marcher pour rentrer. Peu importe où je suis, je marche jusqu'à l'hôtel, jusqu'à la maison, pour déjà un peu décuver et puis pas tout tourne quand je me mets au lit. Donc j'ai décidé de rentrer à pied. Et du coup, on était assez loin de l'hôtel quand même. Et mon attel s'est éteint, j'ai plus de batterie. Et du coup, je savais plus ou moins où c'était. Donc, par là. Du coup, j'étais en route et je me suis perdu en route un peu. Puis ça m'a pris un peu de temps, plus de temps que prévu. Je crois que j'avais 40 ou 45 minutes pour rentrer selon Google Maps. Et ça m'a mis 1h30 à peu près, ouais. Bah, dans les déclarations que j'ai eues, c'est qu'ils sont partis de la boîte de nuit à 1h, que toi, t'étais déjà... 1h, ils sont partis. Attends. Déjà, ils t'ont mitonné. Voilà, tu vois, déjà, si tu peux pas leur faire... Non, ou que c'était peut-être toi qui étais parti à 1h. Ah, ok. Et qu'eux, ils sont arrivés à l'hôtel, ça devait être genre 3h et quelques, et qu'ils t'ont pas vu. Du coup, grosse panique, parce que c'est impossible que genre Jackie ne soit pas là. Ouais. Ils se sont dit genre, soit il a été kidnappé, soit il s'est passé quelque chose de grave, mais c'est impossible qu'il soit pas là. Et qu'apparemment, ils ont envoyé des joueurs pour essayer de te récupérer et qu'on t'a récupéré à la gare. On m'a rien récupéré. Ah ouais? Je suis rentré tout seul comme un grand. Mais c'est vrai qu'il a envoyé quelqu'un pour venir me chercher. Il était, je pense, dans un pire état que toi. Ouais. et je suis rentré tout seul comme un grand. Je suis arrivé devant l'hôtel. Il était devant un appartement. Il était devant l'appartement là. Ouais, peut-être que lui, il a dit qu'il t'avait cherché à la gare. Ouais, je pense que lui, peut-être lui, il a été à la gare me chercher. mais moi, je suis rentré comme un grand tout seul. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Roger, il avait dit, il commençait à paniquer apparemment, puis il disait, ouais, faut qu'on fasse une équipe de recherche. Et puis, moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, ouais, Roger, il était trop en panique et tout. J'arrive dans l'appartement, il était en train de dormir. Je dis, ok, c'était vraiment en panique et t'as peur, t'es pas en train de dormir quand j'arrive, quoi. Il m'a quand même dit qu'il était vachement content quand il s'est réveillé de te voir. Ouais, peut-être que tu t'es réveillé. Hein, c'est pas que. Les potes. Ouais. Bon, écoute, je pense qu'on va s'arrêter un petit peu là. Tu te rends compte, je t'ai même pas demandé genre, t'es passé d'attaquant à défenseur. Ah ouais, les classiques. Mais je pense que tu l'as répondu tellement de fois. Ouais. Il y a quelque chose que t'as jamais dit par rapport à ça? Non, par rapport à ça, le changement d'attaque. Ouais, je sais pas, non. Non. Bah moi, tu m'as demandé c'est plus dur la défense que l'attaque et je t'ai dit non. Mais toi, ça me dérange un peu d'avoir dit non, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que oui, c'est moins intense physiquement, c'est ça que je t'ai dit non. Mais t'as quand même plus de pression sur plus de pression. Point, quoi. Donc voilà, c'était un non pas très. T'as fait quoi comme tête quand il est arrivé qui t'a dit je sais pas, mais il m'a dit que je pense que je vais être choqué, quoi. Plein de choses sont passées dans ma tête parce que c'était l'année où je devais re-signer un nouveau contrat. J'avais fait la meilleure début de saison de ma carrière au niveau des points et des goals. Donc, ouais, c'était pas facile à accepter, mais voilà.
Ça permet à tous les journalistes de la planète, tu sais, il y a un peu ces marronniers qui reviennent à chaque fois, genre les premières neiges, chaque année on en parle, etc. Et à chaque fois qu'on cite ton nom à la TV ou dans des interviews ou machin, on dit souvent genre Arnaud Jacquemet, ancien attaquant qui depuis est devenu défenseur, blablabla, blablabla. Donc voilà. T'en rigoles maintenant de cette situation. Au final, ça t'a quand même. Ah bah ça m'a prolongé ma carrière, c'est sûr. Ah non, bah oui. Puis j'ai pu. Ce qui est clair, c'est que j'ai pu avoir un rôle différent dans l'équipe au niveau de mon rôle sur la glace, parce que j'ai eu des responsabilités, j'ai fait des saisons où j'ai marqué 10 buts en défense que j'avais jamais fait en attaque. Pas beaucoup de défenseurs qui marquent 10 buts sur une saison, tu vois. Et j'ai joué avec Henk aussi, donc ça a aidé, c'est clair, mais quand même faut les marquer les 10 buts. Donc j'ai un rôle des minutes plus élevées sur en défense, et surtout je pense ça m'a permis aussi dans le vestiaire de prendre une épaisseur différente. Je pense sur mes 4, 5, 6 dernières saisons, j'avais un rôle super important dans le vestiaire aussi, un rôle de leader très important. Ces 2 dernières saisons encore plus, après les départs, tu vois, de Henk, de Winnick, la blessure de Noah, j'ai dû prendre un rôle plus important et devenir vraiment un leader encore plus imposant, je dirais, dans le vestiaire. Et si j'ai pas ce rôle que j'ai eu, les saisons que j'ai eu avant ça en défense, avec les points que j'ai fait, les minutes que j'ai jouées, enfin, ça me donnait quand même cette comment on dit? Cette aura. Non, ouais, pas c'est bien, c'est un bon mot. Je regarde ce mot-là, si tu veux. Non, ça me donnait cette. Je trouve pas le mot, bref. Mais le fait. Voilà, si j'ai pu le faire, en tout cas, peut-être j'avais pas besoin d'avoir. La légitimité. Voilà, exactement. La légitimité pour le faire, peut-être j'avais pas besoin de ça parce que ma longévité peut-être aurait suffi, mais pour moi, dans la confiance que j'ai dû avoir en moi pour faire ce pas, pour prendre ce pas et prendre ces responsabilités-là, ça m'a donné cette légitimité Oula, orthophoniste pour monsieur, s'il vous plaît. De nouveau, c'est quoi l'autre fois que j'ai dit? Je sais plus. Cette légitimité-là pour prendre de l'épaisseur aussi et devenir le joueur que j'ai pu être ces dernières saisons aussi au sein du groupe. En tout cas, Arnaud Jacquemet, Jackie, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier podcast. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. C'était vraiment cool de t'avoir pour ce premier podcast. Il y en aura d'autres et puis je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.